Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous être inscrits et connectés à ce webinaire qui bienvenue de vous être inscrits à ce webinaire qui a pour but de vous partager les clés que nous pensons les meilleures pour maîtriser une migration AWS. Durant ce webinaire, nous verrons ce qui pousse les compagnies à passer sur AWS, comment elles justifient ce passage, comment débuter un projet de migration et enfin, comment mitiger les risques qui sont liés à ce type de projet. Tout ceci en vous partageant des retours d'expérience durant tout le long de cette présentation. Et n'hésitez pas à surtout poser vos questions durant cette présentation. Vous avez un petit temps encarté pour les questions et à la fin, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Donc on va commencer par se présenter. Je suis Mohamed Bouchnafa, je suis le responsable de la practice DevOps et Cloud chez SmartWave. Mon équipe et moi, on accompagne nos clients dans leurs divers besoins AWS depuis plus de 5 ans. Et je laisse la main à Sergio qui va se présenter. Ok, donc voilà, merci Mohamed, bonjour à tous et merci d'être là. Donc je suis Sergio Diogo, je suis Cloud Architect chez SmartWave et je fais partie de l'équipe de Mohamed. Donc je vais commencer tout de suite par ces moments où on pense que AWS pourra être la solution à un problème ou une solution à un nouveau projet ou toute une autre motivation pour aller vers le cloud. Donc ici, nous avons une liste de motivations qu'on regarde souvent chez le client de nos clients. Je vous laisse regarder un peu toutes ces motivations. Ne soyez pas déçus si vous ne voyez pas la vôtre. Ou même si vous n'avez pas encore une motivation pour aller vers le cloud. C'est aussi le but de ce webinaire, de vous donner un peu des pistes pour que vous puissiez aussi vous projeter. D'accord? Donc, par exemple, chez nos clients, nous avons trouvé différentes motivations. Donc, par exemple, chez Nagra Kudelski, c'était le fonds de licence VMware qui ont fait qu'ils ont pensé qu'à AWS pour migrer. Nous avons aussi eu des cas de transformation digitale comme le groupe M3. Donc, le groupe M3, c'est une régie et donc ils ont demandé de faire une application pour que le locataire puisse avoir accès à certaines informations de leur location et aussi de pouvoir créer des incidents, par exemple de fuite de eau, de problèmes d'électricité. Voilà, ils peuvent aussi ajouter des photos qui vont être envoyées à la régie, qui après va contacter ses fournisseurs pour régler le problème. Parfois, on a un ensemble de motivations, comme par exemple chez Scott, donc les vélos. Donc pour eux, c'était un peu l'amélioration de leur infrastructure. C'était aussi d'avoir leur cycle de déploiement, de release plus rapide et plus fiable. Il y a aussi leur besoin d'être plus présent globalement avec sa plateforme e-commerce. Donc, parfois, on a des motivations voilà, qui vont donner au fur et à mesure, donc pendant la migration, on va trouver d'autres motivations. Et souvent, comme vous allez voir pendant ces webinaires, on va aussi avoir cette motivation de la réduction des coûts. Donc, comme on va voir pour le cas de Nagra et le groupe M3. Je vais maintenant vous présenter un tableau qui montre les motivations et les résultats obtenus par des clients AWS. Donc, par exemple, ici, on voit des économies assez importantes que nous pouvons expliquer par le Total Cost of Ownership qui est moins élevé chez AWS et aussi le modèle dans le cloud chez AWS qui est Pay as you go et donc qui permet de minimiser les dépenses.
On regarde aussi qu'il y a une augmentation de productivité qui vient du fait que chez AWS, on va se libérer de plusieurs tâches, comme par exemple l'installation et configuration de machines physiques. Et de cette façon, vous allez avoir plus de temps pour l'innovation et pour l'automatisation des tâches, par exemple. Vous voyez que les entreprises vont avoir moins d'incidents et moins de downtime une fois sur le cloud, parce qu'avec AWS, vous allez déployer vos applications sur une couche qui suit les meilleures pratiques de sécurité et de disponibilité et qui est aussi certifiée sur plusieurs normes dans différents domaines d'activité, dans différentes industries. Par rapport à l'agilité, on va avoir une capacité de produire davantage et en moins de temps. Donc, on va avoir un time to market qui va être plus court parce que chez AWS, nous avons la possibilité de provisionner des ressources sans avoir à attendre, par exemple, qu'un budget soit approuvé. Et donc, on va pouvoir aussi provisionner et terminer des ressources avec une même facilité. Et donc, on ne va pas pénaliser les gens qui vont essayer de faire des innovations. Et donc, ça permet vraiment de produire beaucoup plus rapidement. Après avoir trouvé sa motivation, il reste à valider que migrer vers AWS est toujours adapté à votre situation. Et surtout, il faudra convaincre au sein de votre organisation tous les parties prenantes que c'est à elles donc de sponsoriser un projet de migration. Et c'est ça qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on va justifier un projet de migration. Et ça, on va faire à travers un business case. Donc, un business case qui va nous répondre à différentes questions. Ça va nous répondre, par exemple, quel est le coût de la migration pour aller vers AWS, quel va être le coût après d'opérer nos applications une fois dans le cloud, quel est le coût aussi de sortir de l'infrastructure actuelle, parce que vous pouvez avoir des contrats, des licences en cours, et donc il y a pour avoir une pénalité. Va nous donner quels sont les bénéfices pour vos applications actuelles et aussi pour des projets que vous avez en tête. Et aussi, très important, quel est le coût de rien faire. Donc, c'est avec ces réponses que nous allons pouvoir convaincre les parties prenantes. Et pour ça, on a la possibilité de réaliser deux business cases. On a un business case qu'on appelle directionnel. Et donc, comme le nom indique, ça va nous indiquer seulement si le cloud est la bonne direction. Enfin, ça va prendre maximum 12 jours. Ça va être assez haut niveau parce qu'en 12 jours, nous n'arrivons pas à rassembler beaucoup d'informations, mais on arrivera quand même à répondre à ces questions avec une marge de 30%. Et c'est pour ça que je dis que vous n'allez pas convaincre les parties prenantes de votre entreprise, mais ça vous permet d'avoir confiance à cette première décision chez vous. Donc, c'est alors avec le business case détaillé que c'est un business case qui, en rapport avec la taille de votre organisation et la façon comme les données sont organisées et seront disponibles, qui pourra prendre entre 4 à 10 semaines. Dans le cas de le business case détaillé, on va vraiment récolter le maximum d'informations de différentes sources et réaliser des analyses, parfois manuellement, parfois on va utiliser des outils pour produire des résultats qui vont être assez proches de la réalité. Donc, vous voyez ici une différence entre les deux. Et aussi une explication pour le total cost of ownership pour ceux qui ne sont pas trop familiers. Par exemple, chez nous, nous sommes allés chez Nagra, donc SmartWave, qu'on est allé chez Nagra à cause de ce problème de fin de licence VMware. Nous n'avons pas besoin de faire un business case très détaillé parce qu'il faut savoir que Nagra, c'est déjà un client AWS et avec une stratégie Cloud First. Donc voilà, c'est-à-dire voilà qu'à chaque nouveau projet, ils vont donc l'implémenter sur le cloud. Donc quand même, on a réalisé cette analyse de Total Cost of Ownership pour assurer ou pour confirmer que la migration chez AWS est environ 25% moins élevée qu'en-premise.
Donc voilà. Dans notre cas, on a le cas du groupe M3. Donc, on ne parle pas d'un projet de migration en soi, mais c'est surtout un appel d'offres pour une application mobile on-premise qui avait deux contraintes, budget et le temps de réalisation. Donc, nous, SmartWave, on avons donc décidé de réaliser un business case entre la solution on-premise et la solution cloud avec une architecture serverless. Et avec notre proposition AWS, nous avons arrivé à une solution avec un total cost of ownership et des coûts d'opération environ 70 ou 70% moins cher. Et en plus, avec un modèle pay as you go qui permet de maîtriser le coût des exploitations. Voilà. Par rapport à la question time to market, ça qu'on a pu réaliser avec la solution AWS, c'était d'implémenter une première démo en moins d'un mois. Nous avons aussi pu intégrer le monitoring depuis le début. Donc, au lieu de l'avoir à créer à partir de zéro, si on avait fait cette application on-premise. Nous avons aussi profité d'une solution chez AWS qui s'appelle Landing Zone pour créer tous les comptes avec les meilleures pratiques de sécurité et règles de compliance. Et donc, l'application mobile a vu son go live en moins de 6 mois. Donc, avec cette business case, nous avons donc M3 a trouvé la motivation pour convaincre les sponsorships de ces projets de migration. Donc, voilà, ça en termes d'exemple chez nous. Maintenant, comme on a vu, on a regardé cette partie de trouver les motivations. On a vu aussi comment on va justifier, trouver un sponsorship. Maintenant, avant de réaliser, de passer au projet de migration en soi, il faut valider si on est capable de réaliser un projet de migration. Et donc, pour voir si on est capable de faire un projet de migration, on doit répondre à certaines questions. Et pas seulement, on ne va pas juste seulement analyser nos capacités d'un point de vue technique, mais il faut regarder sous ces 6 domaines que AWS appelle de 6 perspectives. Donc, on a business, people, governance, plateforme, sécurité et opération. Et après, pour chaque domaine, on a des sous-domaines. Et comment est-ce qu'on va donc valider si on est capable? Donc, vous-même, vous pouvez le faire en utilisant cette framework qui s'appelle le Cloud Adoption Readiness Tool. Donc, vous avez le lien ici. Et donc, vous allez répondre à 16 questions. Et à la fin, vous allez avoir donc un rapport qui va vous indiquer où est-ce que vous êtes par rapport à où vous devrez être pour commencer un projet de migration. Encore une fois, comme le business case directionnel, ça va vous seulement donner une indication où vous êtes pour être vraiment sûr que vous êtes capable d'assurer un projet de migration. Il faut faire un autre assessment qui s'appelle le Migration Readiness Assessment. Donc, cette questionnaire qui a plus de 80 questions, vous devrez faire à travers un consultant AWS ou avec un partenaire AWS comme SmartWave. Donc, nous allons chez vous, dans votre entreprise, on fera un workshop pour vous expliquer un peu le processus. Voilà. Et après, vous allez répondre à ces questions. Et à la fin, on va vous donner donc un rapport aussi, un heatmap qui va vous indiquer où est-ce que vous êtes prêt, si vous êtes presque, ou si vous êtes encore loin d'être prêt sur un certain domaine. Donc, pour les points où vous n'êtes pas encore prêt, nous, SmartWave, on va élaborer un action plan avec vous, donc va vous aider à prendre certaines actions pour pouvoir pour combler voilà, ces lacunes que vous avez sur certains domaines. Donc, une fois que vous êtes capable, donc, vous avez passé cet assessment, on peut passer donc à projet de migration en soi. Et on va maintenant regarder comment est-ce qu'on va commencer un projet de migration. Et
pour un projet de migration, un projet de cette taille, nous devons suivre un processus. Et donc, le processus a une phase de découverte. Après, on passe à la phase où on va définir le plan de migration. Sur la phase build, nous allons construire notre plan de migration pour l'intégrer, exécuter et valider si tous les tests sont passés. Si c'est le cas, donc on sera dans la phase de cutover et après, on va continuer pour d'autres applications, pour d'autres groupes de migration. Si on regarde maintenant par rapport à la phase de découverte, donc ça qu'on doit faire, c'est pas seulement trouver des informations des applications existantes, mais on doit aussi regarder dans notre backlog pour les applications, pour les projets qu'on va réaliser aussi. Après, il y a d'autres types d'informations qu'on doit découvrir. Donc, on a l'information business. Et là, on parle de trouver quels sont les responsables de nos applications, quel est le roadmap associé à chaque application. Est-ce que l'application va continuer? Est-ce qu'elle va avoir des développements? Elle va être mise à jour? Des choses comme ça. Et aussi, quelles sont les opérations qu'on utilise pour pouvoir aussi le tenir en compte quand on sera dans les clouds. On a l'information technique, et là on parle surtout des informations statistiques des machines, combien de CPU, combien de mémoire, combien de disques, comment on peut se connecter aux machines, comment les machines sont aussi, s'il y a des liens entre machines, des dépendances entre applications, et comment les données transitent dans notre réseau. C'est pour l'information business, ça sera surtout un chef de projet qui va faire de façon à qu'on a accès à cette information. Pour l'information technique, on pourra et on devra utiliser des outils. Donc, par exemple, ici, on voit un Migration Hub. Donc, c'est un service de AWS que vous trouvez dans votre console. Et c'était ce service qu'on a utilisé, par exemple, chez Nagra. Pour faire la découverte, vous pouvez importer les données. Par exemple, si vous avez une CMDB, vous pouvez importer un fichier. Dans le cas de Nagra, ce n'était pas le cas. Donc, on a installé des agents sur les machines qu'on devrait migrer pour récolter des informations. Il y a aussi une chose très importante, c'est cette partie ici, Assessment, qui va nous donner des recommandations par rapport à la machine EC2, donc des machines virtuelles chez le cloud, et on va voir ça plus en détail. Nous pourrons aussi intégrer des outils de migration et comme ça, suivre le progrès de notre migration dans cette console de Migration Hub. Donc, je vous montre ici le dashboard. Donc, vous voyez, et elle donne des informations par rapport aux machines qu'on a trouvées, aussi des applications. Et ici, on a l'information par rapport au progrès de notre migration. Voilà, plus important que le dashboard, c'est vraiment d'avoir des recommandations par des machines qu'on doit déployer dans le cloud. Et donc, comme je vous avais dit, on va installer ces machines, ces agents dans les machines. Elles vont être là pendant un temps que devrait être suffisant et pertinent, c'est-à-dire que les agents doivent être présents pendant que les applications vont avoir besoin de plus de ressources, va avoir une consommation maximale de CPU et de mémoire. Et après, on va pouvoir donc créer des rapports comme celui-ci. Et donc, si vous regardez cette ligne-là, par exemple, on voit que voilà, on a installé un agent qui a découvert cette machine ici, qui a 16 CPU et 64 gigas de mémoire. Pendant le temps que l'agent était tourné dans cette machine, on regarde que l'utilisation de CPU et l'utilisation des mémoires était environ 2%. Donc, c'est-à-dire, pendant ce temps, avec une machine qui aurait juste un CPU et 1 giga de mémoire, on aurait pu faire face à cette workload. Donc, avec cette information, ça qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller déployer une machine dans le cloud avec les mêmes caractéristiques que celles en prémisse de notre data center, on va pouvoir déployer une machine beaucoup plus petite. Et donc,
termes de coût, une machine avec les mêmes caractéristiques que celle de on-premise a un coût mensuel de plus de 500 $ par mois. Et avec cette machine qu'on a créée, c'est un small, donc il y a même 2 CPU et 2 gigas de mémoire, on va payer seulement 15 $ par mois. Donc, c'est une grosse différence et que ça, comme j'avais dit, donc au cours de la migration, vous allez trouver cet effet secondaire, cette motivation extra de faire des économies de coûts. Un autre rapport qu'on va pouvoir générer, c'est ce rapport ici qui nous permet de regarder, voilà, que il y a certaines machines ici qui vont se connecter à ces machines-là en utilisant un protocole et en se connectant à un port spécifique. Avec cette information, on pourra faire deux choses. Déjà, si on connaît les dépendances entre les machines, on va les grouper et on fera la migration de ces machines en même temps. Une autre chose qu'on pourra faire, c'est de commencer à créer le security group de chaque machine virtuelle. Donc, les security groups sont des règles de firewall qui vont être associées à une machine et qui vont permettre après de recevoir des données, des communications à travers un protocole et à travers un port. Et on peut même indiquer depuis quelle machine source. Donc une fois qu'on a fait notre découverte de notre portfolio, on doit commencer maintenant à définir la stratégie de migration. Donc AWS, elle recommande d'utiliser cette pattern de migration qu'on appelle le 7R. Et donc 7R parce qu'il a 7 stratégies de migration et elles commencent tous par R. Donc on a le retain, après on a retire, on a le relocate, on a rehost, replatforming, repurchasing et refactoring. Donc on a une très jolie slide ici avec ressemble un peu au plan de métro, mais je ne vais pas vous expliquer ces stratégies en utilisant cette slide-là. Je vais utiliser celui-là parce qu'on va analyser ces stratégies par rapport à leur effort, le temps et le coût, l'opportunité qu'on aura d'optimisation et aussi par rapport à leur complexité. Donc, ce n'est pas étonnant que retire, donc on parle ici de pendant qu'on fait notre découverte, on va trouver forcément des machines qu'on utilise plus et donc des applications qu'on n'a plus besoin et donc on va retirer ces machines. Après, on a le retain. Donc, avec le retain, on parle des applications qui sont assez complexes, qui ont été développées, imaginons, en COBOL. Il n'y a pas plus personne qui peut supporter cette application, ou on a des mainframes, et donc on dit, pour l'instant, on va laisser ces applications-là. On ne va pas les migrer. On verra ça plus tard. Nous avons le relocate, donc le relocate de VMware, et donc là, on va juste prendre des images VMware qu'on a dans notre data center et on va les passer sur le cloud. Donc, ici, on ne fait rien, donc l'opportunité d'optimisation n'existe pas. On a aussi le relocate, mais de conteneurs. Donc là, on va prendre des images de conteneurs et on va faire la même chose, les copier, les migrer vers le cloud. Mais là, on pourra avoir une opportunité d'optimisation parce qu'on peut utiliser le service managé chez AWS pour les conteneurs, donc OKS ou Fargate. Et donc là, vous allez pas avoir besoin de manager votre infrastructure que soutient les conteneurs. Après, on a le rehost. Le rehost, c'est le lift and shift. Donc, c'est vraiment prendre ça que vous avez dans votre data center et le copier vers le cloud. Donc, là, comme vous regardez, il n'y a pas vraiment une optimisation parce que c'est copier-coller. Mais c'est la migration qui prend moins de temps, à part le relocate, mais on n'a pas toujours la possibilité, on n'a pas toujours des VMware ou des conteneurs. Donc, mais
Sinon, c'est la stratégie la plus simple. On a le repurchase. Donc, le repurchase, c'est que, imaginez que vous avez chez vous une CRM, une application CRM que vous avez installée, que vous avez configurée dans votre data center, et donc vous devrez maintenir, et vous adoptez, en passant vers le cloud, d'acheter une solution cloud. Donc, vous allez sur AWS Marketplace et vous achetez cette solution. Sinon, on a le replatform, et dans le replatform, on est dans le cas, par exemple, d'une base de données. Encore une fois, que vous avez installé chez vous, dans votre data center, que vous avez configuré, que vous devrez maintenir, mettre à jour, faire des tâches de maintenance. Et là, vous décidez que vous allez utiliser un service managé de AWS pour les bases de données, et on parle donc de RDS. Donc, vous avez juste à migrer vos données. Et donc, là, vous allez avoir une opportunité d'optimisation plus élevé qu'avec le rehost, par exemple. La dernière, c'est le refactoring. Et là, on parle vraiment de réécrire une application, de faire le réécrire dans une architecture microservice au serverless qui va être plus adaptée donc au bénéfice du cloud, de AWS. C'est-à-dire, cette architecture va pouvoir tirer un bénéfice de la élasticité. C'est-à-dire qu'avec une architecture microservice au serverless, chaque fois que vous allez avoir plus de demandes, votre puissance va augmenter, donc vous allez avoir plus de CPU, plus de mémoire, mais en même temps, quand la demande sera moins, votre application va aussi diminuer leur puissance dans l'utilisation de CPU et de mémoire. Et comme chez le AWS, comme dans les clouds, vous payez par rapport à l'utilisation de ressources, votre facturation sera toujours liée à la vraie consommation. Donc, il n'y aura pas un gaspillage de ressources. Et en même temps, elle sera toujours aussi adaptée au niveau de la performance. Donc, c'est avec cette information qu'on devra choisir notre stratégie de migration, mais bien sûr, on devra aussi tenir en compte le budget qu'on a pour notre migration, donc et le temps de la migration. Ici, vous voyez, il y a différentes machines qui sont distribuées par les différents patterns de migration. Ici, on a le coût total de notre migration. Si cette valeur ici est plus élevée que le budget que vous avez, vous pouvez donc prendre la décision de passer certaines applications qui sont dans les stratégies plus coûteuses dans une stratégie qui a un coût moins élevé, comme par exemple le rehost, le lift and shift. Donc, ça va aussi diminuer le temps de migration et bien sûr, le prix total de votre migration va être moins élevé. Sinon, nous, SmartWave, on recommande à nos clients de privilégier toujours une stratégie lift and shift. Et pourquoi? Donc, si on regarde cette ligne bleue ici, qui est donc représente le coût de rien faire, nous regardons quand on fait une migration, il y a une augmentation des coûts qu'on appelle ici à cette ligne, on appelle le migration bubble. Donc, c'est normal qu'il va y avoir une augmentation parce que pendant cette période, vous allez avoir deux infrastructures, vous allez avoir en parallèle le cloud, bien sûr, et aussi votre data center. Vous devrez aussi ajouter des prix, le coût de formation, des ressources externes, des outils. Donc, c'est normal que ça va augmenter jusqu'à qu'on termine la migration. Et après, le coût va diminuer parce que, comme on avait dit, le total cost of ownership doit être toujours moins élevé dans le cloud. Et après, si vous continuez à faire des optimisations, donc une fois que vous avez migré en lift and shift, vous pouvez après commencer à faire à réécrire vos applications dans une architecture microservice au serverless. Et si c'est le cas,
Donc, votre facturation va continuer à diminuer. L'important, c'est cette ligne verte. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à avoir le retour d'investissement. Et donc, le but ici, c'est d'arriver à cette ligne verte le plus tôt possible. Et donc, comme on a vu dans notre tableau, à part le relocate, si on a le VMware et le conteneur, la stratégie que prend le moins de temps, c'est le rehost. Et donc, c'est pour ça que nous, on recommande toujours de privilégier cette stratégie. Donc, on a vu la phase de découverte, on a vu déjà la sélection de patterns de migration pour la phase de design. C'est aussi pendant cette phase qu'on va penser à l'organisation de notre compte chez AWS. Est-ce qu'on va avoir un seul compte? Est-ce qu'on va avoir plusieurs comptes? On va avoir plusieurs comptes par rapport à l'environnement comme prod, dev, ou par rapport à les applications. C'est voilà, une étude qu'on va réaliser. On va pouvoir aussi utiliser un framework qui s'appelle Well Architect Framework, que par rapport à votre business, va vous poser des questions pour voir si l'architecture qui est en place répond à la meilleure pratique de sécurité, de disponibilité, d'accès, etc. Bien sûr, on va définir le plan de migration. On va aussi sélectionner quels sont les outils qui puissent nous aider pendant la migration et définir le plan de test, de cutover et rollback. Une fois que ça c'est fait, on doit commencer à construire les choses. Donc, bien sûr, on va commencer à construire notre compte chez AWS. Encore une fois, on va utiliser cette solution Landing Zone qui nous permet de créer une baseline avec les meilleures pratiques de sécurité, avec un accès SSO intégré et aussi avec plusieurs règles de compliance. On doit implémenter le réseau, les règles de firewall associées à chaque machine, le security group, comme j'avais dit, la partie d'accès, le single sign-on, choisir aussi le service qu'on doit utiliser, donc par rapport à la stratégie qu'on a choisie, par rapport à les applications qu'on a découvertes, on pourra aussi configurer certains services chez AWS. Pour la configuration et le deployment de services et de ressources, on va utiliser la infrastructure S-Code avec CloudFormation et Terraform, donc des templates qui nous permettent de créer ces ressources en tant que code et qu'on pourra réutiliser en prod, en dev, voilà. Aussi, dans la phase de build, on pourra souvent, si nécessaire, faire des proof of concept par rapport à un outil de migration pour tester les scripts qu'on a créés. Et une fois que tout est bon, voilà, c'est la partie, c'est là qu'on passe à la migration, qu'on va commencer donc à migrer les ressources, les applications, les données, et on va faire une batterie de tests d'intégration, de charge, de performance, de sécurité, jusqu'à que tous les utilisateurs et le business est content et qu'ils ils nous donnent leur go pour qu'on réalise le cutover. Une fois le cutover, on va passer à la phase operate. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans cette phase d'operate, vous devrez maintenant commencer à supporter vos applications dans le cloud. Et nous, SmartWave, donc on va rester avec vous là pour vous donner pour faire la transition, vous faire la formation et vous aider dans cette période pour vous c'est nouveau et que vous devrez commencer à supporter vos machines. On va vous aider à mettre le monitoring en place aussi. Et très important, à commencer à configurer des règles de gouvernance, de coûts et de sécurité, parce qu'avec l'utilisation de cloud, on a besoin de maintenir ça en contrôle pour éviter que la facturation puisse exploser et aussi que les aspects de sécurité, les gens puissent donner moins d'importance dans leur développement. Donc, on va créer ces règles pour maintenir le contrôle.
Je vais maintenant faire un parenthèse pour vous parler qu'est-ce qu'on a fait, donc les chiffres qu'on a eu chez Nagra. Donc, voilà, on a utilisé ce processus de migration. Et par rapport à la stratégie de migration, le pattern de migration, vous pouvez voir qu'on a pu quand même retirer 1200 machines. Donc, c'est énorme. Donc, on a fait vraiment une grosse économie juste en retirant, avec la décommission des machines. Il y a eu une centaine de machines d'applications qu'on n'a pas migrées dans cette phase encore. Mais sinon, comme on avait indiqué, on a privilégié le rehost, le lift and shift, avec plus de 1260 machines. On a eu, notamment pour les bases de données, on a fait de replatform en utilisant le RDS. OK. OK, bon, après ces parenthèses, on va regarder maintenant comment est-ce que pendant ces projets de migration, on pourra mitiguer le risque. Donc, on va vous parler un peu des processus et des outils, de la façon de faire la migration. Et très important, c'est par exemple, c'est de considérer ça comme un processus itératif. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez faire des migrations, vous allez monter vos capacités, vous allez avoir une meilleure connaissance du processus, vous allez mieux maîtriser des outils et donc vous montez en expérience à chaque fois que vous faites une migration. On ne va pas faire une migration d'un coup, on va faire bout à bout pour gagner de l'expérience et pour maintenir le momentum. Dans un projet de migration, c'est toujours très important de maintenir le momentum parce qu'il y a souvent une grande résistance. Les gens sont déjà très occupés dans le jour. Il y a des applications qui ont besoin de nouvelles features. Les gens ne veulent pas souvent ils ne trouvent pas le temps de pouvoir donc être présent dans un projet de migration, de fournir des données, de réaliser des tests, avoir des équipes prêtes à tout cet processus. Donc, pour maintenir le momentum, bien sûr, on ne va pas commencer par migrer des choses très compliquées. On va commencer par des applications plus simples, mais il faut aussi tenir en compte que ces applications puissent avoir un impact au sein de l'entreprise. Donc, je ne vais pas dire qu'on cherche à créer la jalousie, mais surtout à créer la motivation. Donc, une équipe regarde chez une autre équipe qui a déjà migré que maintenant, ils ont moins de downtime, par exemple, dans leurs applications, qu'ils ont moins d'incidents, qu'ils arrivent à avoir plus de temps pour d'autres tâches. Donc, tout ça, ça va permettre que les gens vont aussi avoir ces bénéfices. Et donc, ils vont être plus impliqués. Donc, très important de garder ça en tête pour maintenir le momentum. Après, comme je vous avais déjà parlé, c'est important d'utiliser des outils. Je vous avais déjà montré ce tableau que permet de faire dans la phase de business case une comparaison de total cost of ownership. Ici, donc, cet outil qui s'appelle Portfolio Assessment, que vous devez utiliser avec un consultant AWS ou avec un partenaire AWS comme SmartWave, on pourra faire ce calcul. Il y a donc ici certains paramètres qu'on pourra donc configurer avec vous pour être plus proche de votre réalité. Et cet outil permet aussi de faire des recommandations par rapport à la stratégie de cette ère. Donc, c'est un outil qui va se connecter à vos applications. On va recevoir aussi les informations à travers un fichier de votre CMDB. Et par rapport à les applications que vous avez, elle va suggérer les stratégies de migration. Donc, bien sûr, après, vous pouvez aussi affiner le résultat, prendre vos décisions, comme je dis, par rapport à votre budget, par rapport au temps de migration. Sinon, dans les outils de migration,
Nous, on a utilisé chez Nagra, c'est plus de 260 machines que vous avez vues, ont été migrées chez AWS en utilisant cet outil qui s'appelle Cloud Endure. Donc, vous avez une console ici, et pour diriger la migration. Ça qu'on a fait, donc on a installé des agents Cloud Endure dans les machines qu'on devrait migrer. Et dans chaque compte AWS cible, on a un serveur de réplication Cloud Endure. Depuis la console, on va dire voilà, qu'on veut migrer cette machine sur cette compte. Et à ce moment-là, il va avoir une réplication de données au niveau block level et que peut prendre, ça dépend de la quantité de données que vous avez dans vos disques, ça peut prendre jusqu'à un jour. Donc, une fois que la réplication est faite, les deux machines ou les disques vont être synchronisés. C'est-à-dire, si vous faites des changements ici dans cette machine, ça va être répliqué dans notre serveur de réplication. Après, quand on veut faire des tests ou qu'on veut faire la migration, depuis la console, on va définir le blueprint. C'est-à-dire, on va dire quel est le type d'instance EC2, le type de machine virtuelle qu'on veut ici. Et donc, on va utiliser les informations qu'on a vues sur cet Excel, donc qui nous donne le Migration Hub, par exemple, les recommandations EC2, pour choisir une table avec les ressources adaptées à la consommation de l'application. Une fois que le blueprint est fait, depuis la console, on va seulement cliquer sur un bouton et Cloud Endure va créer la machine avec le blueprint, où dans ces blueprints, on va avoir aussi les règles de sécurité pour les accès. Il va donc migrer l'application qui est ici et aussi les données. Donc chez Nagra, cet processus, donc la migration, la création de la machine avec les données et les applications, a pris environ 20 minutes. Pour que vous ayez une idée, donc beaucoup mieux de pouvoir utiliser un outil. Et donc, comme on dit, voilà, si on privilégie la migration lift and shift, rehost, on pourra utiliser cet outil. Il va vraiment nous faciliter la tâche de migration. Donc, avant de terminer, de mon côté, on va juste faire un petit récap. Donc ici, vous avez toutes les étapes de migration avec le business case, l'assessment de vos capacités. Après, on fait la découverte de notre portfolio. On commence à définir notre plan de migration. On va donc après commencer à construire et à faire la migration en soi avec les tests. Et une fois qu'on fait le cutover, on entre dans la phase d'operate. Donc, c'est ici que vous devrez avoir cette approche itérative. C'est ici que vous gagnez l'expérience et c'est ici que vous gardez le momentum. Tout au long de votre migration, il faut considérer un chef de projet. C'est très important que ce chef de projet puisse marquer le rythme de la migration, que puisse forcer, entre guillemets, les personnes à donner les informations, à s'impliquer dans la migration. Et aussi que vous donnez de la formation à votre staff, pas seulement le staff technique, mais tous les autres personnes, parce que ça va permettre, bien sûr, que déjà qu'on parle tous le même langage, et donc il va y avoir une meilleure compréhension et ça va aider à débloquer différentes situations. Je veux aussi ajouter que c'est très important d'avoir à votre côté un partenaire AWS comme SmartWave parce que nous, on pourra vous apporter de l'expérience. Et donc, dans un projet complexe avec une taille comme un projet de migration, l'expérience sera un outil très, très pratique. Donc, je termine ici. Je vous remercie encore et je vais maintenant passer la parole à Mohamed parce qu'il fasse un résumé de cet webinaire. Merci beaucoup Sergio pour ces éléments qui ont été très bien expliqués.
Donc, si j'essaye de faire un résumé, pour maîtriser une migration AWS, on va se focaliser sur 5 points. D'abord, construire un business case solide, ce qui permet d'avoir l'aval des décideurs, des gens qui vont financer cette migration-là, mais pas que ça, c'est pas que le côté financier qui est important. Le business case, il va aussi définir qu'est-ce qu'on va gagner en termes de quand on fera la migration et pourquoi on le fera. Le deuxième point, c'est vraiment bien faire l'exercice de readiness pour bien se préparer aux potentiels grands changements qu'il peut y avoir. Les changements vont pas être qu'au niveau infrastructure, ils vont être au niveau projet, ils vont être au niveau opération. Donc faire le readiness assessment, c'est vraiment primordial pour bien revoir ses process, revoir les outils dont on aura besoin pour la post-migration. Et puis tout ce qui est aussi autour de vos ressources humaines, donc toute la partie training dont a parlé Sergio et toute la partie aussi gestion de projet qui vont bien se mettre en exergue au moment où on fera le readiness. Troisième point, c'est faire le discovery de manière vraiment méthodique et vraiment très rigoureuse. Sans ça, on ne pourra pas se projeter correctement sur AWS et on ne pourra pas faire prioriser le projet comme on veut et faire en sorte que on y gagne assez rapidement en termes de runtime et de coût de runtime. Enfin, choisir le bon pattern, comme l'a dit Sergio, c'est pas forcément évident de choisir le bon pattern. Et pour arriver à un total cost of ownership et arriver à la ligne verte qu'a bien décrit Sergio, arriver au moment où on arrive à être en équilibre en termes de coût, le lift and shift est un bon moyen. Dans certains cas, un replatforming aussi est assez intéressant. Typiquement sur les bases de données, ça peut être assez rapide à faire si la complexité au niveau de la base de données n'est pas trop élevée. Enfin, le dernier point, c'est itérer et introduire de l'automatisation au niveau des projets avec des outils comme Cloud Endure. Et l'itération, c'est vraiment important pour créer ce momentum-là et pour montrer que la migration est un succès et que ça monte de manière progressive au niveau de votre organisation. Donc voilà, tout ça pour arriver à une migration réussie. Je vous remercie par rapport à votre attention au niveau de cette présentation de ces webinaires, et puis on va passer à la réponse aux différentes questions. J'ai vu qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été posées durant ces 45 minutes. On va essayer de faire vite pour y répondre et pour rester dans les clous. On est pas trop loin des 40, on est à 48 minutes, donc on va essayer de faire vite. Donc la première question qu'on a, elle est autour des licences, des produits quand on n'a pas fait une migration sur AWS, et comment on gère ces licences produits quand on fait la migration. Pour y répondre simplement, je dirais que déjà la plupart des licences produits, que ce soit Oracle, Microsoft et SAP, sont totalement migrables sur AWS, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. En termes de gestion des licences, il y a des outils dans AWS comme License Manager qui permet de gérer pour être sûr qu'on ne dépasse pas le nombre de licences qu'on a utilisées sur AWS qui aide avec ça. Et après, en termes de compatibilité des licences sur AWS, les éditeurs ont chacun leur préco par rapport à ça. Il faut retourner sur leur documentation en termes de licence et demander à AWS, ils ont des experts sur ces sujets-là qui vont vous aider à savoir comment on gère correctement la licence en dehors du service License Manager et combien, typiquement, je ne sais pas moi, si je dis vous avez 10 CPU d'Oracle, à quoi ça équivaut sur AWS et comment vous pouvez le mettre en place, sachant que vous pouvez totalement le mettre en place. Nous, on a des expériences par rapport à ça, où il y a eu des bases de données Oracle qui ont été mis en place, du Microsoft qui existe depuis très longtemps sur AWS, sachant qu'il faut savoir aussi qu'on a 51% du runtime Microsoft sur le cloud en général qui tourne sur AWS, donc plus que chez Azure. Deuxième question, quelle est la différence entre un managed service et un SaaS ? SaaS, la définition, c'est Software as a Service. Donc c'est assez englobant comme définition. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de SaaS, on parle plus de software business as a service.
On peut parler de Salesforce, on peut parler d'autres choses comme les outils de ressources humaines, etc. ou de RP. Quand on parle de managed service, surtout dans le contexte AWS, on parle plus de services fournis par AWS qui sont managés par AWS. Donc, par exemple, RDS, donc les bases de données qui sont managées, ou les managed services de conteneurs comme Fargate, etc. Il y a beaucoup de services chez AWS qui sont comme ça, qui sont gérés par AWS et dont vous n'avez pas à vous soucier de la maintenance et d'une certaine mesure de la partie sécurité qui est déjà fournie par AWS, où la seule chose que vous aurez à faire, c'est fournir un certificat qui aussi peut être généré du côté AWS. Autre question par rapport à cette présentation-là, et dans le sens où la question c'est quels sont les facteurs qui doivent alerter une entreprise pour migrer ses données et ses applications vers le cloud, et comment l'entreprise peut-elle les qualifier et les quantifier avant de dire ok, je pars sur le cloud et c'est pertinent d'analyser une approche cloud. Ok. Ces questions-là, en fait, elles sont de la question de se dire, en dehors de la partie coût, pourquoi gérer dans le cloud, c'est vraiment le business case qui va définir ça. En dehors de la partie coût, aussi, le business case va donner les bénéfices de partir sur le cloud. En dehors vraiment de la partie financière, donc les bénéfices métiers, qu'est-ce que ça va vous apporter de partir sur le cloud. Donc vraiment le business case, c'est pas que le TCO, c'est pas que le total cost of ownership, mais c'est vraiment assez englobant comme étape, et c'est ça qui va permettre de partir, de dire oui, c'est bien, et je pense que le cloud c'est la bonne voie. Après, en termes de mon expérience personnelle en termes de quand je dois passer sur le cloud, en termes surtout par rapport à la donnée, c'est essentiellement quand je vois que on-premise, j'arrive pas à gérer mes données correctement, j'arrive pas à les utiliser et à pouvoir en prendre toute la comment dire, pouvoir les utiliser pour en ressortir des indicateurs qui sont intéressants, pour pouvoir prédire certains patterns, etc. Ce genre de choses-là, généralement, à ce moment-là, si on n'arrive pas à le faire sur un premise, le seul moyen de le faire, en ayant un retour sur investissement qui est intéressant, c'est vraiment de passer sur le cloud. Et sans ça, c'est un peu compliqué. Sergio, tu as une remarque, tu es en mute, je t'entends pas. Oui, ouais. Je disais qu'il y a aussi la partie agilité, voilà. Donc, Exactement. Ça, souvent, c'est très pertinent d'avoir plus d'agilité, de n'être pas bloqué par la capacité de provisionner de ressources. Et ça va faire que vous allez être plus lié avec votre objectif business. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens, ils veulent avoir plus de flexibilité pour produire, pour faire des essais, tester aussi de nouvelles technologies que vous n'avez peut-être accès dans votre data center, comme le machine learning, le Internet of the Things, des choses comme ça. Voilà. On regarde à nouveau cette liste que je vous avais donnée, c'est souvent les motivations, c'est par rapport à un bénéfice que les gens peuvent en tirer. Donc avoir plus de temps pour des tâches d'automatisation et d'innovation, c'est aussi des bénéfices qu'on peut en tirer. Exact. Et je le répète encore une fois, c'est vraiment au niveau du business case que tout ça va être défini, et c'est au business case qu'on va quantifier et qualifier le bon moment et comment on doit le bon moment, enfin pourquoi on devrait aller sur la partie cloud, et c'est au niveau du business case que la réponse se fera. Autre question, c'était quel est le niveau de sécurité que l'on peut obtenir avec une architecture cloud? C'est une question assez vaste, mais pour ma part, moi je crois qu'avec des architectures cloud, on peut arriver à des niveaux de sécurité qui sont bien plus élevés que ce qu'on peut avoir sur on-premise. Bien sûr, quand on le fait de manière en respectant les best practices que les différents cloud providers et AWS en particulier promeuvent en tant que de best practice, mais vu le nombre de certifications qu'AWS a en termes de sécurité,
et vu l'expertise qu'ils ont sur cette partie sécurité-là, je pense que le niveau de sécurité est bien plus élevé grâce aux architectures cloud, que ce soit la sécurité d'intrusion, la sécurité des données ou toute autre chose. Je peux aussi dire qu'il y a des services comme CloudTrail qui sont intégrés et donc vous avez juste à intégrer, à les activer et ça permet de tracer tous les accès qui sont faits dans votre infrastructure cloud. Donc c'est quelque chose que vous avez d'office et qui va être toujours là, avec des règles de compliance en plus que ne vont pas permettre qu'on puisse désactiver cette service CloudTrail. Il y a d'autres services que vous pouvez utiliser au niveau sécurité. Il y a toujours sur le marketplace d'autres providers qui ont eux aussi des solutions de sécurité qu'on peut utiliser. Voilà. Exact. Et comme dit Sergio, il y a vraiment beaucoup de services de sécurité autour d'AWS qui permettent de bien sécuriser vos environnements. Donc voilà, si la sécurité est vraiment un point important pour vous, je pense que c'est un point important pour beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations, le fait est que AWS est vraiment un cloud provider dont la sécurité est on va dire le concern numéro 1. Donc c'est vraiment la chose qui est pour eux la primordiale. Donc voilà, beaucoup de choses autour de la sécurité sur AWS. Donc on a une autre dernière question, qui dit quelle est la différence entre Cloud Endure et Migration Hub? Alors, Migration Hub, en fait, c'est un outil de dashboarding de migration qui va permettre comme l'a montré Sergio, de pouvoir faire la partie discovery, en utilisant un autre sous-service qui s'appelle Discovery, qui va permettre de faire la discovery des machines, qui va faire la partie assessment et qui va permettre de suivre les outils de migration en eux-mêmes. Donc les outils de migration, qu'est-ce qu'on a? On a Cloud Endure qui est un vrai outil, qui est un outil qui fait la migration, alors que Migration Hub est un outil qui suit la migration, qui va permettre d'avoir un dashboard qui va suivre ou savoir où on en est, etc. Et c'est ça la grosse différence entre les deux. C'est qu'en fait, Cloud Endure est un outil qui peut être totalement autonome, mais qui peut aussi être piloté au travers de Migration Hub, dans le sens où on va pouvoir avoir des dashboards nous disant où on en est en termes de migration. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des démonstrations par rapport à ces outils-là, vous voyez sur le slide notre email info@smartwebsa.com. Si vous voulez avoir des démos sur ces outils-là pour voir un petit peu plus en profondeur à quoi ça sert, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre attention. Et je pense qu'on va vous envoyer les slides pour toutes les personnes qui sont inscrites et qui sont connectées en PDF, comme ça vous pourrez les regarder un peu à froid. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter sur notre email si vous avez la moindre question par rapport à ce webinaire-là. Merci. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, ouais, j'espère.